Mirador. Vue vérité ou la fine bouche est bannie. Mirador. Ici, la parole est directe. Merci encore une fois de continuer de nous suivre aux quatre coins du monde. Je rappelle donc que cette émission, c'est aussi de l'interactivité, puisque l'occasion vous est offerte. Vous avez donc la possibilité d'intervenir dans cette émission via nos canaux digitaux, via donc tous ces canaux qui s'offrent à vous. Vous êtes en province, n'hésitez pas à adresser vos questions directement au ministre de la Sécurité qui a accepté de répondre à notre invitation pour parler de toutes les questions sécuritaires qui se posent à notre pays. Monsieur Bachir Diallo, il est notre invité prestige. Bonjour à vous, monsieur le ministre. Bonjour beaucoup. Bienvenue. Première question, forcément, Talibé Barry. Monsieur le ministre, merci d'avoir accepté notre invitation. Quand on parle du ministre Bachir Bachir Diallo. Bachir Diallo, ça me rappelle. Monsieur Bachir Diallo, je vais vous transformer en Silla. On parle souvent de vos rapports avec vos collaborateurs, monsieur le ministre. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de vos rapports avec d'abord votre secrétaire général et plus généralement avec votre cabinet, puisqu'il y a souvent des informations qui circulent faisant état d'une collaboration assez difficile avec votre cabinet. Ouais. On raconte même qu'à un moment donné, vous aurez rabrouillé votre secrétaire général. Comment tout cela fonctionne, vos rapports avec votre entourage, vos collaborateurs les plus proches? Merci beaucoup. D'abord, je vais commencer par vous remercier pour l'opportunité que vous m'offrez pour m'adresser à nos concitoyens, pour leur parler de leur police et de leur protection civile. La police et la protection civile sont au service des citoyens. Voilà pourquoi cette opportunité est très importante pour moi et je vais la saisir sans tabou pour dire exactement ce qui se passe au niveau de la police et de la protection civile. Très bien. Pour revenir à la question que vous avez posée, lorsqu'on vous nomme à la tête d'un département, vous avez besoin de 3 ressources. Les ressources financières, les ressources matérielles et les ressources humaines. Mais parmi toutes ces 3 ressources-là, la ressource la plus importante, c'est les ressources humaines. Donc lorsque j'ai été nommé à la tête de ce département, j'ai cherché à avoir les meilleurs collaborateurs. Parmi les premiers collaborateurs que j'ai cherchés, c'était le secrétaire général et le chef de cabinet, que je n'avais jamais connu auparavant. Mais en posant des questions, on m'a dit, et voilà, il y a un monsieur qui a déjà servi ici en tant que chef de cabinet. J'ai dit, ok, comment était-il? Oui, il est bien. Je l'ai appelé, je l'ai fait appeler par ma secrétaire. Il a répondu à mon appel. Je lui ai dit, j'aimerais bien travailler avec vous, soit chef de cabinet ou secrétaire général. Apportez-moi votre CV. Il l'a fait. Je suis allé voir à qui de droit? Son Excellence, le colonel Mamadi Doumbouya, le président de la transition. Parce que pour moi, la ressource humaine, c'est primordial. Dès que je l'ai vu, je lui ai montré les 2 CV. Il dit, faites-les venir. C'est une opportunité. C'est la preuve que le président, il est à l'écoute de la police et de son ministre. Ils ont été nommés tout de suite. Le décret a été tout de suite signé. Le secrétaire général, c'est un jeune. Les jeunes, ils débordent d'énergie. Il faut canaliser cette énergie. Il appartient au ministre de canaliser cette énergie. Parfois, elle est débordante, parfois, ils en exagèrent. Ainsi, lorsqu'il est venu, unilatéralement, il est allé occuper le bureau du chef de cabinet. Je le dis. Unilatéralement. Vous dites bien. Je dis bien unilatéralement. Bien. J'ai pas menti en 31 ans de carrière. C'est pas à la police que je vais apprendre à mentir ou à faire la langue de bois. Très bien. J'ai dit, venez occuper le bureau qui est le vôtre. Vous devez être le plus proche du ministre. Et le bureau du chef de cabinet, il se trouve dans un autre bâtiment. Refus systématique. Ok. Autour de la loi 025. Qu'est-ce que la loi 025 dit? La loi 025, elle est claire. Elle dit que le secrétaire général et le chef de cabinet sont chargés de la coordination de l'ensemble des services du département. La coordination, ce n'est pas la direction. C'est la coordination, mais au niveau stratégique. Quand vous prenez le directeur général de la police ou le directeur général de la sécurité publique, ils sont chargés de la coordination à leur niveau. Nous, on fait la coordination au niveau stratégique. Donc, du coup, ils ont interprété cette loi pour dire que
les directeurs doivent dépendre d'eux. Et que désormais, il faut que les directeurs répondent d'eux. Mais qu'est-ce qui reste au ministre? C'est de plier bagages et partir. Ouais. J'ai dit, messieurs, ne confondez pas coordination et direction. Insistance. Il a demandé qu'il y ait une réunion, une rencontre supplémentaire, en dehors du conseil de cabinet, des réunions de direction. J'ai dit non, elle n'est pas réglementaire cette réunion. Si vous avez besoin de la coordination, vous avez besoin de n'importe quel directeur, 2, 3 directeurs, faites-les venir, vous entretenez. Non, unilatéralement, il a convoqué une rencontre de tous les directeurs. Il est venu à mon bureau. Monsieur le ministre, je vais conduire une rencontre technique. J'ai dit non. Il a insisté, il dit qu'il va aller leur dire que la réunion n'aura pas lieu. Eh bien, il est allé dans la salle de rencontre du ministère. Il a conduit sa réunion. Moi, je devais rencontrer une délégation dans cette même salle. Je viens, je les trouve. Ouais. J'ai dit, messieurs, qu'est-ce que je vous avais dit? Rompez les rangs. Ouais. Ils sont sortis de la salle. C'est ce qui a été interprété. Le ministre, c'est l'exécutif de tutelle du ministère. Effectivement. C'est lui seul qui a autorité de contrôle sur l'ensemble des services du ministère. Ouais. Le ministre n'a pas d'adjoint. Le secrétaire général, c'est pas l'adjoint du ministre. Tout à fait. Le secrétaire général, c'est pour coordonner l'ensemble de l'action des services. Alors, c'est ce qui a été interprété. Mais moi, amplifié. Mais moi, en tant que ministre, je sais, j'ai un parcours professionnel et un parcours scolaire et académique qui me permettait d'avoir ce contrôle et d'agir en tant que ministre. Et j'ai agi... En tant que premier responsable. J'ai agi... Ouais. Et puis bien sûr, le ministre. Ouais. Ben voilà exactement ce qui s'est passé. Maintenant, les depuis choses... ces jours... j'en viens justement. Oui, allez-y. Ouais. Maintenant, je vous ai dit, c'est des jeunes. Il faut les canaliser. Il faut écouter chacun. Il faut donner une chance à tout un chacun. Ouais. Les choses se sont calmées. Très bien. Eh bien, ça va. Tout est rentré dans l'ordre. Ça va pour le mieux, je pense. La collaboration, dans le même sillage. Je vous dis, c'est de l'amplification. Je n'avais pas besoin de dire tout ça. Je ne l'ai jamais dit ailleurs. Ouais. C'est la première fois que je le dis. Très bien. Voilà. Allez-y, oui. J'ai envie de vous dire, allez embrayer là-dessus. Dans le même sillage, est-ce que c'est la nature de Bachir d'être, je sais pas, chaud, et peut-être que cela est mal interprété, parce qu'au-delà du cas du secrétaire général, il y a par exemple vos rapports avec le DG de la police qui semble être, je parle des relations, un peu froides, alors que si votre couple se comprenait, ça aurait été assez bien intéressant pour le ministère, le connaissant aussi. Mais il y a aussi eu cette scène qu'on nous a rapportée de la direction nationale, de la direction des élèves policiers. D'une école de police à Somponia, où vous avez été, où le responsable aussi aurait été rabroué en public devant ses élèves. Donc, j'ai dit, est-ce que c'est votre façon de faire qui n'est pas comprise, mais que dans le fond, ce n'est pas pour humilier ou pour voilà. Parce que la méthode Bachir, c'est tout de suite de dire les vérités cash et en tout lieu, en toutes circonstances. Je vais vous dire ceci. Ouais. Les gens n'aiment pas la vérité. Vous ne pouvez pas construire un État ou reconstruire un État si vous passez à côté de la vérité. Vous ne pouvez pas reconstruire ou construire un État si vous caressez les gens. Si aujourd'hui on est dans une nouvelle transition, c'est parce qu'on n'a pas fait ce qu'il fallait faire il y a quelques années. Je vais vous dire une chose. Ouais. Je suis allé à l'école nationale de la police et de la protection civile pour montrer l'importance que représente la formation, la qualification des ressources humaines. Quand je suis arrivé, cette école, elle engloutit des milliards. Quand je suis arrivé, j'ai visité les locaux. Les élèves étaient entassés comme des animaux. Comme dans une boîte de sardines. Je suis allé au parcours d'obstacles. Des herbes ont poussé, on ne peut plus l'utiliser. Les élèves mangent mal. Le matériel est mal entretenu. Je suis allé dans les toilettes. Vous ne pouvez pas utiliser les toilettes. Qu'est-ce que vous voulez que je dise à ce directeur? Que je le caresse ou que je lui dise la vérité? Il fallait lui dire la vérité. Il est là. C'est pour que les élèves que nous recevons, les futurs cadres de demain, pour lesquels l'État dépense des milliards,
que ces gens-là sortent fiers de l'école où ils ont été. Moi, je suis fier de toutes les écoles que j'ai fréquentées. Donc, voilà un peu ce qui s'est passé au niveau de l'école. Ouais. Parce que vous étiez en colère après ce constat. J'étais pas en colère, je l'ai dit. Je vais vous dire une chose. Ouais. La façon de fonctionner, les gens, en particulier à la police, c'est pas compatible avec l'exigence du service. La police, c'est une force paramilitaire. Ouais. C'est pas le ministère de l'Environnement, c'est pas le ministère des Affaires étrangères, c'est pas le ministère de la Jeunesse. On dit les forces de police et de protection civile. Ouais. Ils ont un pied dans la fonction publique et un pied dans le paramilitaire. Ils sont gérés par des codes de discipline. Ils sont gérés par des lois. Il faut les appliquer. Il y a un règlement de discipline à la police. Il y a un langage qu'il faut adopter. Et c'est ce langage-là qu'il faut adopter si vous voulez le changement. Ouais. Et comment ça se passe avec Koné, le directeur général de la police. police. Il parlait tantôt de relations plutôt froides. Est-ce que c'est le cas? Je ne sais pas s'il peut me donner quelques preuves. Koné, le ministère de la Sécurité et de la Protection civile, dans le cadre de la mise en œuvre de la politique du gouvernement en matière de sécurité et de protection civile et d'en assurer le suivi, sous la direction de son Excellence, le président de la transition, repose sur 3 grandes directions. La direction générale de la police nationale, qui est la plus grosse direction. Ouais. Grosse, je ne dis pas grande. Vous avez la direction générale de la protection civile et la DGRI, la direction générale des renseignements intérieurs. Vous ne pouvez pas exécuter vos missions si ces 3-là ne travaillent pas de la façon dont il faut travailler. C'est pas au ministre de s'adapter à un directeur, c'est au directeur de s'adapter aux exigences, pas du ministre, mais aux exigences du service. Moi, j'ai pas de problème avec le directeur général de la police. J'ai la même attitude, la même conduite. Il est là pour une mission. Je lui ai dit, faites votre mission. Vous faites votre mission conformément à ce qui est dans les textes, conformément à la vision du gouvernement et conformément à la vision du chef du département. Bien. Vous n'avez aucun problème avec moi. Alors, Pour l'instant, donc, tout se passe très bien. je voulais, excusez-moi, embrouiller dans la même logique. Allez-y. À l'instar du secrétaire général Nouan Traoré, qui vous avait proposé le chef de cabinet, est-ce que Malik Koné était votre choix, le directeur de la police? Absolument. D'accord. Malik Koné, j'ai reçu son CV. J'ai dit, le CV me convient. Mais je vais vous dire une chose. Ouais. Et c'est clair et c'est très important pour nos concitoyens. Ouais. Et vous ne pouvez pas être chef si vous n'exercez pas l'autorité. Vous allez avoir le meilleur CV du monde. Il faut exercer l'autorité pour en être un chef. Ouais. Le CV était bon. Venez. Maintenant, je vous ai dit que c'est un jeune. Malik, il n'a jamais travaillé à ce niveau. C'est la première fois Ce qu'il niveau de venait. responsabilité. Imaginez-vous la première fois que vous vous êtes mis devant ce micro pour une émission. Ouais. Quel était votre état Ouais, d'âme? beaucoup d'émotions, étranglé par l'émotion. Ouais. Moi, en tant que ministre, conformément à mon parcours, à la fois académique et professionnel, et conformément à mon style, j'amène ces éléments, j'amène ces gens-là à travailler dans le sens de la mission. Travaillons dans le sens de la mission, et puis on va réussir. On est dans le cadre d'une transition. La transition, c'est quoi? On est à la 1e transition. Est-ce qu'on veut une autre transition? Est-ce qu'on veut une transition transformatrice? Est-ce que tout simplement, on veut que quelqu'un fasse le sale boulot et puis il remet le pays à la disposition de quelqu'un d'autre? C'est la question aujourd'hui qu'il faut se poser. Ouais. Moi, je ne travaille pas, je ne suis pas venu à la police pour séduire ou pour me faire plaire. Je suis venu parce que... je suis à la police parce que j'ai envie que la police se transforme. Ouais. Et c'est dans l'intérêt non seulement de la police de se transformer, mais aussi, je l'ai dit au début, que la police est au service des citoyens. Ouais. Quelle est la police que vous désirez? Dites-moi. Est-ce que c'est la police guinéenne dans son état actuel ou dans l'état Alors, dans pas du lequel tout. il est? Alors, pas du tout. Moi, Une tout police ce- transformée. hein. Tout ce que je fais Ouais. concourt à cela. Et pour ça, Et ça passe par la vérité. pas par la vérité, mais il faut travailler. Le chef dit allons-y, mais le leader dit allons-y. Je suis dans ce sens. Demandez à tout le monde. Je suis là.
je travaille. Très bien. Tout ce que j'ai fait va dans ce sens. Très bien. Et je ne vais pas déroger à cela. Ouais. Comment ça s'est passé dans le cas du chef des renseignements intérieurs exactement avec l'ambassade des États-Unis? À un moment donné, on a ouï dire qu'il a failli avoir un incident diplomatique avec les États-Unis. Qu'est-ce qui s'est passé? Racontez-nous, monsieur le ministre. Ok. Vous savez, les renseignements, c'est une composante essentielle. D'abord, pour un pays, et en particulier le ministère de la Sécurité et de la Protection civile. Ouais. C'est les renseignements qui permettent au gouvernement, à un État, d'avoir une longueur d'avance, d'anticiper. Ouais. Sans les services de renseignement, vous êtes faible. Donc cette direction, pour moi, c'est une des directions les plus importantes. Je lui ai confié une mission. Écoutez, allez à Gawal. Vous avez vu le bordel qu'il y a à Gawal? Ouais. Allez me dire, les gens qui y sont, ce qui ne va pas, et ramenez-moi ce qui... J'ai donné des orientations. Ouais. Allez à Mandiana, le long de la frontière, le Mali est à côté. Ouais. Aujourd'hui, la menace, elle n'est pas potentielle. La menace terroriste. Mais elle est réelle. Ouais. Allez-y et faites-moi le point. Ouais. Il retourne, me dit que ce n'est pas la peine. Il a reçu les instructions et le financement par le chargé des renseignements américain d'aller faire à peu près la même mission. Mais les Américains, c'est dans leur intérêt. Wagner est au Mali. Ouais. Ici, nous avons une présence massive entre parenthèses. Donc, c'est dans ce sens que ça va. Ouais. Lorsqu'il me l'a dit, j'ai dit, écoutez, monsieur, vous êtes sous les ordres de quelqu'un d'autre ou bien vous êtes sous les ordres du ministre, sous les ordres de l'État guinéen. De l'État guinéen. J'ai dit, ok, les renseignements, ça se partage. On peut travailler avec eux. Tu peux le faire venir pour que je sache dans quelles conditions on travaille. Est-ce qu'il y a une convention? Est-ce qu'il y a une entente? S'il n'y en a pas, on va en faire une. Ouais. Ben, il l'a fait venir. Ça n'a pas plu. Ça n'a pas plu à l'Américain. Donc pour lui, un ministre n'a pas le droit de lui poser ces questions. J'ai dit, monsieur, vous ne devez pas faire ça. Ouais. Il a une attitude malencontreuse et je lui ai dit, il ne faut plus le faire. Il ne faut plus le faire. Ouais. Il dit qu'il est diplomate. Il a l'immunité. J'ai dit, vous avez l'immunité diplomatique pour manquer du respect à un membre du gouvernement? Ouais. Non. J'ai appelé le directeur général des renseignements intérieurs. Vous exécutez les ordres que l'État guinéen vous donne à travers le ministère de la Sécurité et de la Protection civile. Voilà ce qui s'est passé. Ouais. L'affaire est réglée. Aujourd'hui, on est dans de bons termes. Très bien. Avec ce service de renseignement et les autres services de renseignement. Très bien dit. Monsieur Bachir Diallo, ministre de la Sécurité et de la Protection civile, notre invité précise. On poursuit avec vous à Koumba Diallo. Monsieur le ministre, une tournée à l'intérieur du pays a fait un constat comme quoi on a besoin des services de sécurité, beaucoup plus de la police, des commissariats, donc des infrastructures et des ressources humaines dont vous parliez tout à l'heure. Quel est aujourd'hui l'état des lieux? Est-ce que ces commissariats des polices ont reçu de financement? Est-ce que vous avez déjà une planification assez solide par rapport à cette préoccupation-là? Et l'autre question qui est subsidiaire à cette évaluation qui s'est passée à l'intérieur et même des missions que vous avez envoyées à l'intérieur du pays, des sources nous ont rapporté que le ministère de la Sécurité a envoyé une délégation à Boké dans le cadre du contrôle. Je pense que ça devrait être des agents du DCPAF. Et des investisseurs auraient rapporté qu'il y a eu des abus à leur rencontre. Est-ce que vous êtes au courant d'une telle allégation? Et si oui, quelle a été votre réaction? Merci beaucoup, monsieur. D'abord sur la tournée à l'intérieur du pays. Ok. Dans le cadre de la mise en œuvre de la politique sectorielle en matière de sécurité, j'ai reçu une enveloppe. Une bonne enveloppe. Très bien. Cette enveloppe, c'est pour pouvoir, dans le cadre de notre programme, implanter soit 2 nouveaux commissariats par région, les équiper et rénover 2 autres et les équiper. Par région. Par région. Je n'ai pas voulu me faire raconter cela. Je suis allé moi-même, en compagnie de tous les directeurs.
le chargé des infrastructures et l'inspecteur général des forces de police. On a commencé par Cancan. Pourquoi on a commencé par Cancan? Parce que je devais inaugurer un poste frontalier à Numudjigila, qui est un don du gouvernement japonais exécuté par l'OIM. Bien. Donc, j'ai visité toutes les préfectures de la région de Cancan et de la Haute-Guinée pour savoir dans quel état se trouvent nos infrastructures, le matériel roulant, les effectifs et leurs conditions de travail et également de vie. Effectivement. Le constat en Haute-Guinée, c'est que l'infrastructure existe grâce à la fête tournante de l'indépendance. Mais ces infrastructures sont mal entretenues et ne sont pas équipées. Chacun s'est trouvé lui-même un bureau, un mobilier. Donc, résultat, une partie de cette enveloppe, en ce qui concerne la région de Cancan, va aller à l'entretien de ces belles infrastructures et à leur équipement. Et à leur équipement. Deuxièmement, mais peut-être avant de continuer, vous ne nous avez pas dit c'est combien cette enveloppe. On a entendu dire que c'est 10 millions de dollars ou d'euros. Un peu plus. Un peu plus, très bien. Et maintenant, Cancan, c'est quoi? La police fait face à quoi? À Cancan, vous avez des mines qui poussent de gauche à droite. Qu'est-ce qui arrive? Soit c'est deux villages qui se battent autour d'une mine, ou un village et une famille qui se battent autour d'une mine. Et ces mines-là, vous les avez un peu partout. Et des conflits peuvent éclater, soit simultanément, souvent à plus de 100 km. Nous avons une seule CMIS à Sigiri. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Le problème, la problématique de sécurité à cet endroit, c'est les conflits autour des mines. Donc il faut ramener la police, l'équiper, l'étoffer pour répondre à ça. Ensuite, deuxièmement, la Haute-Guinée et le Mali, vous n'avez juste qu'à franchir un pas. Le Mali aujourd'hui est caractérisé par quoi? Les attaques terroristes. Exact. Donc ça veut dire quoi? Il faut également prendre les dispositions pour amener les services de renseignement et les services de police dont les missions opérationnelles sont tournées contre le terrorisme. C'est la BRI notamment. Et la BRI à travers la DO. Donc ça veut dire que la menace terroriste, elle est réelle aux frontières est de la Guinée? Mais il n'est pas un secret pour tout le monde de ce qui se passe au Mali depuis un certain temps. Le territoire malien, il ne contrôle qu'un tiers du territoire. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Je ne vais pas revenir sur ce qui a prévalu à l'existence de ce terrorisme dans cette région. Et maintenant, si vous remontez vers Dabola, le problème c'est quoi? C'est les coupeurs de route, Dabola Mamou. Là, vous avez besoin d'une gendarmerie mobile. Il faut. Et ensuite, c'est une route internationale qui lie nos deux capitales, effectivement, Bamako et Conakry. Donc ça veut dire qu'il faut prendre des dispositions. Lorsque vous remontez à Farana, qui n'a pas bénéficié de fête tournante, il n'y a pas d'infrastructure. Pas du tout. Vous remontez à Mamou, la police routière, ils sont au nombre de 3. C'est une ville carrefour. Il y a plein d'embouteillages. Vous voulez dire 3 agents? 3 agents. 3 agents au compte de la police routière. À Mamou. Donc à Mamou, ça veut dire quoi? Qu'il faut prendre en compte la sécurité routière parce que c'est le carrefour. Si vous voulez aller en forêt, il faut y passer. Vous voulez aller en Haute-Guinée, il faut y passer. Vous voulez aller en Moyenne-Guinée, il faut y passer. Et dans le sens inverse. Vous voulez quitter Bamako pour venir à Conakry, il faut passer par Mamou. Effectivement. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Donc le but de ma mission allait un peu dans ce sens. Et je dois poursuivre la mission dans la région administrative de Zérékoré, de Boké, et de Kindia, de Labé également, pour pouvoir partager cette enveloppe de façon équitable et transparente. Comment ça va se passer? Vous allez donc rénover combien de commissariats ou en construire combien concrètement? L'enveloppe, normalement, c'est pour
10 commissariats et 4 CMIS. 10 commissariats et 4 Et CMS. Dieu seul sait combien ces CMIS-là jouent un rôle extrêmement important dans le cadre du maintien de l'ordre. Bien, l'autre question de Yakumba, c'est par rapport à Bokeh. Hein. Oui, mais cette fois-ci, j'aimerais bien entendre Monsieur le ministre sur le cas du Fonds social de la sécurité et de la protection civile. Nous savons que c'est un fonds qui est dédié à la protection des policiers, donc de vos ressources humaines. Qu'en est-il de son fonctionnement? D'abord, le Fonds social, c'est un organisme public autonome du ministère de la Sécurité et de la Protection civile, dont le rôle essentiel pour moi que je lui ai assigné, et je veux que ce rôle-là, le Fonds social le joue, c'est pour permettre à tous les policiers de se soigner lorsqu'ils sont malades, et s'il y a un besoin d'évacuation, qu'ils soient évacués. Maintenant, ce fonds social, il fallait prélever 5% du salaire de chaque cadre de la police, et l'État allait donner l'équivalent de 18% de son salaire pour chaque policier. C'est l'ensemble de ces deux montants-là qui constituerait le fonds pour le fonds social pour permettre à tous les policiers de se soigner. La première étape, elle est déjà franchie pour les 5%. Il reste les 18% qui est la contribution de l'État. Et cette part-là aussi, je suis optimiste et ça va avoir lieu. Monsieur Bachir Diallo, ex-général, donc notre invité, ministre de la Sécurité et de la Protection civile. Avant de parler des passeports, on va parler des passeports dans la troisième partie. On va s'intéresser au fonctionnement de la police nationale pour en faire l'état des lieux du fonctionnement, les réformes et l'ensemble des services, CMS, BAC, etc., etc. La question avec vous, Mamadou Diallo. Exactement, monsieur le ministre, en termes de constats généraux de fonctionnement, besoin en équipement, besoin en ressources humaines, besoin en moyens financiers, en formation, réforme envisagée et celle en cours. Qu'est-ce que vous pouvez dire de tout ça? L'État, évidemment, des CMIS, police routière, vous en avez un tout petit peu parlé tout à l'heure, la police de la proximité, pratiquement dont on n'entend pas parler, et il faut le rappeler, mais la question pressante et assez délicate de maintien d'ordre dans un climat où on entend parler de prochaines ou d'éventuelles manifs. Bien. Comment la police se porte aujourd'hui à votre arrivée? Dans quel état vous avez hérité de cette police et depuis quelle réforme avez-vous mise en route pour la réformer, pour la remettre d'aplomb, et comment vous envisagez le maintien d'ordre sous le CNRD? Oui. Et Abouakar, d'ailleurs, je crois que monsieur le ministre a dû oublier ma question par rapport à la mission qui s'est rendue à Bokeh, la mission de contrôle de... Ok. Pour revenir à cette question, Bien. la direction centrale de la police aux frontières a pour mission la sécurisation des frontières terrestres, aériennes, maritimes et fluviales. Oui. Contrairement à l'armée qui est chargée de défendre ses frontières. Qu'est-ce qui s'est passé dans la région de Bokeh, Boufa, Forikaria, à cause de l'exploitation à outrance dans les mines dans cette région? Vous avez plein de nationalités et ces frontières, on s'est aperçu, n'étaient plus sous contrôle tel que cela devait se faire. Ouais. Donc une mission a été envoyée dans cette région pour aller également au niveau de tous les débarcadères pour voir effectivement ce qui se passe là, afin que l'on prenne les dispositions. Il ne faut pas oublier, ce pays est envahi par la drogue. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Les navires qui arrivent, qu'est-ce que ces navires-là débarquent dans nos ports? Et j'aime bien revenir sur une expression que le chef de l'État dit. Les gens-là, ils se sont rendus compte qu'ils n'avaient pas un État en face d'eux, mais qu'ils avaient des businessmen. Donc ils font ce qu'ils veulent là-bas. La mission-là avait pour but de prendre les dispositions pour avoir le contrôle total le long de ces débarcadères, le long de ces frontières maritimes. Un point barre. Et cela est fait?
La mission est en cours. En cours, ok. La mission Bien. est en cours. Ouais, mais des experts, comme il le demandait à Kumba, est-ce que des experts ont été concernés, en fait, se sont sentis froissés par la mission ou, c'était quoi votre question à Kumba? En fait, En ce qui concerne cet aspect, ce constat ne m'est pas remonté. Mais je peux vous garantir Ouais. que si par hasard un agent se permettrait d'aller dans ce sens, eh bien on prendrait des dispositions contre cet agent. Vous sévirez. Parce que c'est pas normal. Bien. La question sur la police, monsieur le ministre. Ok. Vous avez évoqué ici plusieurs aspects qui concernent la police. Le dernier aspect que M. Barry, Monsieur Ouri a évoqué, c'est la police de proximité. La police de proximité, c'est quoi? La police de proximité, c'est un comportement, c'est une philosophie, c'est une approche. Une approche de la sécurité qui a pour but d'impliquer les citoyens dans le cadre de leur propre sécurité. Pourquoi? Parce que ce n'est pas tous les aspects sécuritaires des citoyens qui sont pris en compte par la police. Donc, quand vous dites sécurité publique, il faut opposer l'insécurité. Quand vous parlez de l'insécurité, il faut parler de délinquance. Mais la délinquance, c'est une construction juridique. Donc, qu'est-ce qu'il faut? C'est d'amener le maire ou les autorités locales, la société civile, la gendarmerie, la police, autour de la sécurité, soit dans un quartier ou dans une mairie, pour résoudre les problèmes ou les exigences en matière de sécurité de la société qui sont infrapénales. Mais est-ce que le dispositif fonctionne à date? Parce qu'on sait que l'Union Parce que européenne c'était avait une financé, réforme avant vous. avec l'Union européenne notamment. Bien sûr. Le dispositif est en cours. Il y a une dizaine de commissariats qui sont dotés de la police de proximité, Très bien. qui est définie comme étant la doctrine de la sécurité publique. Il y en a à l'intérieur du pays qui sont dotés de ce dispositif. Et le dispositif, dans le cadre de la réforme de la police et de la protection civile, devrait normalement se poursuivre pour voir à long terme tous les commissariats dotés de ce dispositif. Bien. Avant d'aller à la pause, j'aimerais vraiment savoir dans quel état vous avez trouvé la police. Quand vous êtes arrivé, est-ce que c'était une police complètement déstructurée, démoralisée, donc il fallait remettre d'aplomb? Dans quel état? Quelle était la situation de la police au moment où vous avez pris les affaires en main du côté de Koléa? Lorsque je suis arrivé à la tête du département, assez rapidement, je me suis rendu compte des problématiques multidimensionnelles sur le plan des ressources humaines, sur le plan des ressources financières, sur le plan des ressources matérielles, le dysfonctionnement institutionnel, organisationnel, structurel qui y régnait. Donc qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait assez rapidement mettre un dispositif en place pour mener des actions à impact rapide. Très bien. Parmi ces actions, c'était de mettre de l'ordre à l'endroit, au siège même du ministère. Et je peux témoigner que je l'ai constaté hier, ça faisait longtemps que je ne suis pas venu à Koléa. Voilà, il règne désormais de l'ordre, la propriété, la discipline au ministère, au siège du ministère. Donc, ça, c'était un des dispositifs. L'autre dispositif, c'est quoi? C'était les embouteillages. Les embouteillages, ils sont d'origine diverse. Ces embouteillages sont provoqués par d'abord l'indiscipline et l'incivisme des citoyens. Ces embouteillages, le ministère des Transports y est impliqué. Parce que comment voulez-vous que les gens circulent facilement? Il n'y a pas de panneau de signalisation. Deuxièmement, la police routière. Quelque chose qu'on n'a pas arrêté de dénoncer, c'est l'arnaque dans la circulation. Donc, on a érigé la sécurité routière en priorité. Très bien. Deuxièmement, l'acquisition des documents de voyage, les passeports dont on va en parler tout à l'heure, je ne vais pas en parler. Tout à fait. On l'a érigé en priorité. Troisièmement, nos commissariats sont faits pour quoi? Dans nos commissariats,
les policiers doivent se conduire en partenaire vis-à-vis des citoyens qui viennent. Ils doivent les guider, les accueillir, non seulement par l'accueil et les conditions d'accueil au sein des commissariats. Donc, et l'arnaque, tout l'arsenal qui est mis en place au niveau des commissariats. Et je leur ai dit, un citoyen ne vient pas dans un commissariat pour s'appauvrir. Donc, on l'a érigé en priorité. Maintenant, il faut ajouter quelque chose à côté de ça. Ouais. C'est les menaces émergentes. La cybercriminalité. L'espace, les kidnappings. le cyberespace, Ouais. c'est un espace qu'on ne maîtrise pas. Il est illimité. Déjà, on a du mal à remplir les missions classiques. Il y a de nouvelles menaces qui s'ajoutent. Deuxièmement, le trafic des êtres humains à des fins d'exploitation sexuelle ou à des fins de travaux. Ça existe. Ouais. Combien y a-t-il eu de viols? Même avant-hier, il y a eu une petite de 3 ans qui a été violée par 3 messieurs. Vous pouvez imaginer. Donc, ces menaces-là, dans le cadre de la cybercriminalité, il faut aussi les prendre en compte. Et parallèlement à ça, il fallait se consacrer à l'élaboration de la feuille de route conformément à la vision du chef de l'État et au plan d'action élaboré par le Premier ministre. Bien, Donc, c'est tant de choses dont on va parler avec monsieur le ministre. On va prolonger ce débat. On parle là du phénomène de coupeur de route, de viol, de carte d'identité, de passeport, de sécurité routière, bien d'autres sujets. Et on prendra en compte au fur et à mesure vos questions et vos commentaires dans le cadre de cette émission. Nous restons donc sous les ponts. Dans un instant, on revient pour continuer cette interview avec monsieur Bachir Diallo, ministre de la Sécurité et de la protection civile. Restez sur Film FM. Centrer les choses sur les passeports, les gars, parce que c'est la grosse attente. Mais avant de donner la parole au ministre, et plutôt à Talib, cabinet pour la question sur les accidents, je fais le devoir de relayer ces derniers messages du docteur Koli. Bonjour, Talibé, la Guinée a des talents, mais dans l'ombre, ce monsieur devrait occuper ce poste ministériel depuis longtemps pour redresser ce département. Moi, je l'apprécie bien. Voilà, franchement, des félicitations qui viennent de partout. Votre question sur les accidents, avant de parler des passeports. Effectivement, monsieur le ministre, la question relative à l'accidentalité routière, une étude du CERF prouve que seuls 17% des Guinéens à Conakry se sentent en sécurité, contre plus de 41% qui ne se sentent pas du tout en sécurité. Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui, depuis votre arrivée, pour juguler un peu l'accidentalité routière, quand on sait, par exemple, sur la route Ratoma, ces fameux sites qu'on appelle Bombona, ils font beaucoup de dégâts, des voitures tout le temps caillassées, des gens accidentés. Qu'est-ce que vous faites pour... Sans oublier le cas des motards qui roulent à tombeau ouvert et qui causent beaucoup de dégâts dans la circulation. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, il y en a qui postulent qu'il faut carrément interdire ces tricycles. C'est bon, c'est mon cas, par exemple. J'estime qu'ils n'ont rien à faire dans la circulation. Et moi aussi, j'ai la phobie de ces bonbons-là. Ok, merci beaucoup. Vous savez, je vous ai dit tout à l'heure que la sécurité routière était une priorité pour moi et pour le département. Effectivement. Ces conducteurs et propriétaires de tricycles ont été invités au département du ministère de la Sécurité et de la Protection civile une fois pour les sensibiliser sur l'incivisme et l'indiscipline qui sont les leurs et qui sont de nature à empêcher les citoyens, y compris moi, ministre de la Sécurité, à circuler tranquillement sur la voie publique. Nous sommes tous des usagers de cette voie. Absolument. C'est pas à tout moment que moi j'ai ma flèche, j'ai mon cortège. Il y a des moments où je sors tout seul. Mais je peux vous garantir que je ressens exactement la même chose. On les a sensibilisés. Mais je vais vous dire une chose. Les défis sont très nombreux. Tout est à refaire. Ces gens-là, ils figurent sur notre programme. Il y a un spot publicitaire qui a été déjà conçu. Une stratégie a été déjà mise en place. La sensibilisation, parce qu'il faut sensibiliser, informer les gens. Et c'est après ça qu'une campagne va se mettre en place pour empêcher ces citoyens-là et les amener à utiliser la voie publique telle que la voie publique doit être utilisée. Deuxièmement, il y a des citoyens qui pensent qu'ils sont plus pressés que d'autres.
unilatéralement, il constitue une troisième file alors qu'il n'en faut que deux, ou une deuxième file alors qu'il n'en faut qu'une seule. Cette campagne va à l'encontre de ces éléments. Cette campagne va également à l'encontre de qui? Les mototaxis, comme on les appelle ici couramment. Il n'est pas rare de voir une femme avec son bébé sur ses motos, ou une femme en train de faire téter son bébé sur ses motos. C'est un danger. Nous sommes dans une république, nous sommes dans un pays. La sécurité revient à tout le monde. Ce que chacun fait dans la circulation contribue à réduire les accidents et à amener les gens à utiliser la voie de la façon la plus normale. Il n'est pas rare de voir 3 personnes et un bébé devant assis sur une moto. Est-ce que c'est normal ça? Est-ce qu'on a besoin de dire à ces gens-là, vous n'avez pas le droit de le faire? C'est eux qui amènent la police à être dans la réaction et à être répressive. Ce n'est pas normal. C'est pas normal. Donc on va mettre en place cette stratégie, on va communiquer là-dessus, on va sensibiliser et puis on va agir. Et donc, après la phase de sensibilisation, vous allez sévir contre les indélicats. On va agir conformément à la loi. Très bien. Monsieur le ministre, oui, permettez-moi, Bakar, parlons du policier, puisqu'on parle de la sécurité routière. La respectabilité du policier guinéen, justement dans la circulation. C'est vrai qu'on parle d'escroquerie dans la circulation et tout le reste dont ils se rendent coupables. Mais l'accoutrement même du policier guinéen, ces aspects qui doivent inspirer confiance et respect, est-ce que vous avez un plan sur lequel vous travaillez pour non seulement le fait qu'il soit au-dessus ou à l'abri du besoin, mais que physiquement, le policier guinéen soit bien présenté et donc respectable. Soit présentable. Et donc respectable. C'est une question qui est extrêmement importante. Mais l'héritage, il est lourd. Oh là là. L'habillement des policiers, comme les militaires, il m'est arrivé combien de fois d'acheter moi-même mon uniforme. Vous avez la même réalité à la police. Wow. Heureusement. Quand vous étiez en exercice. Hein. Bien sûr, général. Heureusement. Le président de la transition, la sécurité des citoyens et leurs biens, c'est une priorité pour lui. Il est à l'écoute de la police. Il a amélioré le revenu de tous les policiers. Surtout de la Dans route. quelle proportion? Deuxièmement, je vais en revenir. Bien. Il a pris sur le budget de la présidence pour commander 4 à 6 uniformes pour chaque policier de la Guinée. Waouh. Ce qui est une première. 4 à 6 uniformes. Troisièmement, il a doté la police routière de 50 nouvelles motos. C'est ces motos que vous voyez. Et c'est parmi ces motos qu'on va déployer 3 motos par région pour permettre au gouverneur d'accueillir les délégations officielles qui viennent de Conakry dans les conditions les plus acceptables. Très bien. Donc la sécurité routière, il y a autant de problèmes à la sécurité routière qu'à la sécurité publique, qu'à la direction centrale de la police aux frontières, qu'à la direction centrale de la police judiciaire. Vous avez ces problèmes partout. Très bien. Maintenant, imaginez que vous vous mettiez à régler tous ces problèmes en même temps. En même temps. Donc, Ouais, ça devient un casse-tête. Non, c'est pas un casse-tête. C'est-à-dire que vous n'aurez pas de résultats. Il faut travailler. Étape Par étape. priorité. Ouais. On a obtenu déjà des résultats, M. Akumba. Non, je veux dire que si vous comptez faire le tout au même la moment, fois, ouais. vous risquez de ne pas avoir de résultats. Il faut tout faire, mais il faut des priorités. Effectivement. Ouais. Il faut des priorités. Bien, et parmi les priorités, les questions qui assaillent les populations, monsieur le ministre, c'est important avant de passer au passeport, parce que le temps nous est compté. Un mot sur le phénomène de coupeurs de route, le phénomène de kidnapping qui se fait récurrent à Conakry. Fréquemment, des citoyens se font harponner, se font enlever par des groupuscules, et parfois, pour leur libération, on demande des rançons. Comment vous appréhendez ces phénomènes-là aujourd'hui? Le phénomène de coupeur de route n'est pas nouveau. On le rencontre souvent dans la région de Mamou. Dans la région de Mamou, nous avons un directeur régional de police et un commissaire qui font un excellent boulot. Ils ont impliqué les citoyens. Parce que souvent, ces coupeurs de route, lorsqu'ils exécutent leur sale besogne,
ils viennent dans un hôtel. Ou bien, ils sont abrités par un citoyen qui est dans un quartier. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont réuni tous ces gens. Lorsque vous voyez quelqu'un de nouveau qui arrive dans un hôtel, il veut habiter là, ben signalez. Dans les quartiers, pareil. Donc, ils sont en train de faire ce boulot. Deuxièmement, ces coupeurs de route, il faut de la mobilité. Ouais. En rase campagne, c'est la gendarmerie. Ouais. Deuxièmement, Mais monsieur le ministre, cette brigade mobile à rase campagne, elle se fait souvent rare. Moi, il m'est arrivé, en tout cas, de prendre la route de Mamou. Durant toute ma traversée à l'aller, je ne vois aucun gendarme. Aucun gendarme. Ok, moi je ne vais pas faire de commentaires. Je suis ministre de la Sécurité et de la Protection civile. La gendarmerie relève du ministère de la Défense nationale. Bien. Vous pouvez l'inviter. Mais il y a quelle coordination? Est-ce qu'il y a La gendarmerie, essentiellement, est en rase campagne. Ils évoluent en rase campagne. C'est leur zone de responsabilité. Bien. Sur le phénomène de kidnapping, pour si tu finir permets, sur la question, sur cette question-là, monsieur le ministre, sur la question relative à Mamou, c'est ce qui expliquerait la Mamou et présence, Kindia. ce qui expliquerait encore la présence de quelques barrages dans la zone, c'est le phénomène des coupeurs de route. Vous savez, il ne faut pas dégarnir entièrement le pays de barrages. Ouais, Il faut avoir un filtre. effectivement. C'est des barrages mobiles. Les tracasseries dans les barrages, le président a dit qu'il n'en veut pas. Ouais. Mais à un moment donné, on s'est aperçu que on est totalement dégarni. Donc quelqu'un peut partir de Bamako, de n'importe quelle région et venir directement dans la capitale. Ouais. Donc il faut un peu de contrôle, il faut de présence. Fait un Voilà. peu de garde-fou. Sur le phénomène de kidnapping à Conakry et de manière globale sur les questions d'insécurité à Conakry, parce que le phénomène d'insécurité est toujours d'actualité à Conakry, des braquages à ces phénomènes de kidnapping. Comment ça fonctionne? Quel est le dispositif qui est prévu? Notamment, quelle est l'action des BAC pour essayer de, en tout cas, juguler cette insécurité qui semble toujours pas maîtrisée? À Conakry, effectivement, nous avons 13 BAC déployés sur l'ensemble de la région de Conakry, Dubrika, Forikaria. La mission essentielle de ces BAC, justement, c'est la lutte contre la criminalité et le grand banditisme. Avec le coordinateur Jacqueline, c'est ça? Absolument. Donc, et il n'y a pas que la police, c'est mixte, c'est police et gendarmerie. Vous comprenez? Ces BAC également font partie des services qu'il faut restructurer, rééquiper et redéfinir leur mission pour leur permettre d'être au service des citoyens, au même titre que tous les autres services. Voilà. Monsieur le ministre, s'il vous plaît, permettez-moi une seconde. Vous avez parlé tout à l'heure du phénomène de cybercriminalité qui monte, c'est très important. Mais on voit en même temps qu'il y a un service à la direction de la police judiciaire, donc la DPJ, que tout le monde connaît pratiquement à Kaloum. Mais il y a quand même un problème quand vous allez à la DPJ. Ces gens sont entassés, vous avez employé le mot tout à l'heure là, dans leur service pour les auditions, pour les enquêtes, pour les recoupements, comme dans une boîte de sardines, et c'est dans un bâtiment presque bicentenaire. Est-ce que vous avez dans votre vision quand même de les reloger et de les équiper, mais des équipements ultra modernes, parce qu'ils font du renseignement, ils font de la triangulation et tout le reste contre la criminalité? Déjà à la DCPJ, il y a un projet qui a été financé par le Japon qui s'appelle AFIS. C'est le système qui est utilisé, c'est AFIS. C'est un système qui a été mis en place pour pouvoir enregistrer tous les grands criminels. Et cette base de données, normalement, il faut la partager avec tous les services qui sont intéressés par la sécurité. Ça peut être la gendarmerie, ça peut être le ministère de la Justice. Ça, c'est pour parler un peu de modernité. Maintenant, je vais revenir sur le cadre global de tout ce qui est infrastructure. Le ministère de la Sécurité et de la Protection civile, conformément à la vision du président, parce que je vais vous expliquer pour vous montrer un peu la cohérence. Et cette cohérence, pour moi, c'est un document extrêmement génial. Lorsque il y a eu l'avènement du CNRD, on a
suspendu toutes les lois, il fallait se doter d'une loi. Ouais. Donc, on a une charte de la transition qui était devenue la feuille de route. Dans cette charte, il fallait mettre en place les 4 organes de transition. Le dernier organe à être mis en place, c'est le CNT, qui est l'organe législatif. Ouais. L'organe dont moi j'appartiens, c'est le gouvernement. Le gouvernement là, a été mis en place après avoir nommé le Premier ministre. Ouais. Et lorsque tout ça est fini, le président, pour exécuter cette feuille de route, a donné au Premier ministre une lettre de mission pour lui dire voilà ce que je veux pour l'ensemble de la transition. C'est ce que le Premier ministre a pris. Il a élaboré un plan stratégique qui s'adresse à l'ensemble des membres du gouvernement. Ouais. Et chaque membre du gouvernement a pris ce document en fonction des spécificités de son ministère et de ce qui est une constante pour tous les ministères pour élaborer les plans stratégiques sectoriels. En ce qui concerne celui du ministère de la Sécurité et de la Protection civile, l'infrastructure est un axe prioritaire. Et c'est dans l'infrastructure, justement, que la DCPJ entre en ligne de compte. Et une décision a été prise en Conseil des ministres de doter le département du ministère de la Sécurité d'un siège. Au niveau de ce siège, il y a beaucoup de directions qui vont venir au niveau du siège. Et toutes les directions centrales, tous les autres qui n'en ont pas, ils vont revenir sur les locaux qui ont été libérés. Mais construire une infrastructure, ça demande des moyens. Parce que pour construire un siège, ce n'est pas moins de 8 à 10 millions de dollars. Le siège sera construit où? À Coloma? Et non, pas à Coloma. Voilà. Où? Ça peut être soit à Coléa, et l'ancien siège a été déjà restitué, les 15 étages, a été restitué au ministère de la Sécurité et de la Protection civile. Très bien. Donc le choix, ça va être soit à Coléa ou en ville. Mais étant un ministère régalien, on verrait bien si le ministère ne va pas se rapprocher du président. Très bien. On verra bien. Bien, Bien. beaucoup de questions, Talibé, parce que là, on va faire de l'interactivité. Une centaine de messages, de questions. On va poursuivre l'émission dans un instant, parce qu'on pourra prendre 10 minutes pour que le ministre réponde à nos concitoyens avant d'attaquer le dernier chapitre, celui relatif au passeport. De parler des passeports pour permettre au ministre Bachir de répondre aux questions qui nous sont parvenues. On commence avec notre confrère Moussa Daraba qui demandait d'insister sur le cas des motos, s'il vous plaît, parce que les motards sont hors de contrôle. Alors, les véhicules officiels VA et des militaires sont aussi les premiers à donner le mauvais exemple. Qu'est-ce qui est prévu, monsieur le ministre, contre les véhicules officiels VA et les militaires qui sont les premiers à donner le mauvais exemple? La question des journalistes. La question est fondamentale. Dans les conditions normales, il faut gouverner dans l'exemplarité. Il faut donner l'exemple. Qu'est-ce que je vais dire ici à tous les détenteurs de VA? C'est de montrer l'exemple. Moi, lorsque j'arrive, il y a un feu, je m'arrête et après le feu, je passe. Donnons l'exemple, c'est fondamental. C'est ce que je vais dire à ces gens. Et on a été marqué, on a appris, j'ai pas vérifié que lorsque vous êtes arrivé, le siège de film était noir des policiers et que vous avez demandé à tout le monde de rentrer. De déguerpir. Voilà, c'est un exemple. Cette question d'un autre citoyen, c'est M. Keïta depuis T5. Quand est-ce que le recrutement à la police, monsieur le ministre? Aujourd'hui, il y a un problème récurrent en matière de ressources humaines. C'est une volonté du chef de l'État de doter la police d'une ressource humaine qui constituera la police guinéenne de demain. Ouais. Ça va venir, je vous dis, il y a beaucoup de choses à faire. Ces gens-là, dans quelles conditions il faut les recruter? Est-ce que c'est des agents? Est-ce que c'est des sous-officiers? Est-ce que c'est des commissaires? Il faut déterminer tout ça, définir les conditions de recrutement, former des formateurs, les mettre en formation et élaborer un programme
de suivi formation des cadres qui sont là où il y a un besoin criard de formation. Bien, mais est-ce qu'il y a un programme de recrutement qui est... Absolument. Je vous ai Oui, dit, c'est Sur une la même volonté. question. Je voulais Mais on reste enchaîner. avec les auditeurs, Oui, s'il vous je voulais plaît. enchaîner à combat. Si vous me permettez, vous parlez de la question fondamentale des ressources humaines et de leur qualité. Il y a le cas des 280 policiers, dont des officiers, qui ont été envoyés à la retraite, pour beaucoup prématurément. On a vu ce courrier du ministre de la fonction publique qui a donné l'impression que le ministère, vous répondant, reconnaissait que ces 280 personnes n'avaient pas à aller à la retraite puisqu'ils remplissaient les conditions de leur permettant de continuer à travailler. Quelle est la réalité? Quelle est La vérité, la situation de ces 280 policiers? Lorsqu'il y a eu disons, les retraites, il y a des gens qui ont senti qu'ils ne devaient pas aller à la retraite. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont écrit, c'est leur droit. Ils me l'ont adressé à travers la direction des ressources humaines. Moi, je ne suis pas le ministre de la fonction publique. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait un soit transmis pour le ministre de la fonction publique. Il appartient au ministre de la fonction publique de déterminer si ces gens-là devaient aller à la retraite ou pas, mais pas au ministre de la sécurité et de la protection civile. Et c'est ce qui fut fait. Et voilà qui est Mais clair. quelle est la réponse que le ministre de la fonction publique vous a donnée au sujet de ces 280 agents? Ces 280 agents, il a pris les dispositions qui étaient les siennes. Lesquels? Moi, je ne suis pas là. Mais la lettre réponse donne l'impression qu'il reconnaît que ces gens n'avaient pas à aller à la retraite. Absolument pas. Absolument pas. Vous avez Comment suivi. vous l'avez compris? Vous- Expliquez cette lettre. Il faut s'en tenir à la déclaration du ministre de la fonction, Fonction publique. Donc, ces agents, ils sont toujours en poste. Non, c'est que le ministre a dit, vous avez suivi, il a fait une déclaration lorsque justement il y a eu cette question à émerger. Voilà. Bien. Parce que, On va continuer, Talibé. Aboubakar, juste cette précision, on a échangé avec certains d'entre eux qui disent qu'ils continuent à percevoir leur salaire de fonctionnaire en activité, bien qu'ayant été envoyés à la retraite. Je ne suis pas au courant. D'accord. Bien. Et ça m'étonnerait. Ah, franchement, les auditeurs qui demandent qu'on prolonge, c'est pas habituel ici. Je sais pas comment ça va se passer. Est-ce que le directeur des programmes n'est pas là? On va peut-être s'adresser, si le temps du ministre le lui permet, bien entendu. Cette question de Mariama Naïté, je crois du côté de la HAC. Bonjour Aboubakar, la police routière n'a pas de grues. Les policiers louent les grues avec les privés pour prendre les voitures qui se garent au bord de la route. Et une fois à la fourrière, et tu payes 310 000 et se partagent l'argent. C'est le constat d'une commissaire de la HAC. Ok, je dirais ceci à Madame Naïti. Ouais. Les grues ne sont pas gérées par le ministère de la Sécurité et de la Protection civile à travers la police routière. Les grues, ça relève du gouvernorat. Et tout l'argent perçu dans ce cadre-là, ça va au gouvernorat. Est-ce qu'il devrait en être ainsi? La police Le doit ministre, en effet le avoir... ministère de la Sécurité et de la Protection civile a adressé un courrier au Premier ministre pour arbitrage. Très bien. Cette question, peut-être je vais m'arrêter là-dessus, parce qu'on aura 20 minutes pour parler des passeports. La question de cet auditeur qui a tweeté: bonjour FIM, bonjour au ministre Bachir. Quelle est la situation des policiers en formation en Russie depuis la crise ukrainienne? Avez-vous pris contact avec eux? Mais là, elle parle de la Russie, pas de l'Ukraine. Nos policiers ne sont pas formés en Ukraine, mais en Russie. Il y a plusieurs cadres qui ont été formés, ils n'ont absolument aucun problème. Et on a des policiers en formation en Russie ou pas? En Russie, oui. Oui. Non, ils s'interrogent sur leur situation depuis que la Russie est entrée en conflit, en guerre avec l'Ukraine. Je vois pas qu'est-ce que... Mais ils n'éprouvent aucun problème d'insécurité, ils suivent leur formation. Ils vont bien, c'est ça? La guerre, c'est pas en Russie, mais c'est en Ukraine. Très bien. Monsieur le ministre, Mais peut-être bien, une question, avant, une je- question de transition. Oui. Avant la question des passeports, c'est le trafic de drogue. Vous disiez tantôt que la Guinée était envahie par la drogue. On a vu beaucoup de cas de saisie, dont celle intervenue en haute mer récemment d'une valeur de près d'une tonne de cocaïne. Expliquez-nous actuellement quels sont vos efforts, quel est le constat en termes de trafic de drogue en Guinée. En une minute avant de passer à la question des passeports. Je n'en sais rien en ce qui concerne
le trafic de drogue en Guinée, parce que le trafic de drogue, c'est un autre aspect. Mais l'usage de la drogue ou la saisie. Mais l'ampleur des saisies de drogue montre que le phénomène, il est réel. L'OCAD, qui relevait d'une entité complètement différente, est revenu maintenant au ministère de la Sécurité et de la Protection civile. Ah, très bien. Cette structure, directement gérée par le ministère de la Sécurité et de la Protection civile, font également, conformément à sa mission de la lutte contre le trafic des produits stupéfiants, il fait partie justement des services à restructurer. Très bien. Et cette réaction de notre consoeur Arissa Tousso, bonjour, je suis bluffé par le ministre, par le monsieur qui ne rit pas. Allez, la suite, on va parler des passeports à présent. Le sujet, comme il le dit, Mamadou Bobo, qui parle des sujets prioritaires. Mohamed Kaba, on s'intéresse à présent donc, à ce sujet prioritaire, les passeports. Alors, monsieur le ministre, c'est la question qui est tant entendue par le peuple de Guinée. Moi qui vous parle, je n'ai pas encore mon passeport parce que vous avez décidé d'arrêter la délivrance des passeports. Alors la question que tous les Guinéens se posent aujourd'hui, quelles sont les raisons qui ont prévalu à l'arrêt de la délivrance des passeports? À quand surtout la reprise et la production. Et récemment, vous étiez en Malaisie. Qu'en est-il désormais avec la société Iris? Quelles ont été les conclusions? Merci beaucoup. Vous savez, le passeport, c'est un document de voyage. Bien. Et tout citoyen a droit à acquérir ce document quand il le veut et où il le souhaite. Que ce soit à l'intérieur du pays ou à l'extérieur du pays pour nos compatriotes qui vivent à l'extérieur. Ouais. Et c'est une obligation pour l'État de pourvoir ses citoyens en passeport. Un État qui n'est pas en mesure de pourvoir ses citoyens en passeport, ce n'est pas normal. Mais la Guinée ne fabrique pas de passeport. Donc qu'est-ce que la Guinée a fait? À travers le ministère de la Sécurité et de la Protection civile, on s'est mis en partenariat avec quelqu'un qui fournit ce que l'on appelle le carnet. Ce n'est pas le passeport encore. Ce dernier, en ce qui concerne la Guinée, c'est Iris. Oui. Mais Iris, c'est quoi? C'est un pôle technologique. Iris ne produit pas les carnets. Iris a juste le matériel technologique pour pouvoir enregistrer les données d'un client, d'un citoyen, sur la puce que compose le passeport. Et ensuite, concevoir une base de données pour héberger toutes les données. C'est tout ce qu'Iris fait. Donc, qu'est-ce qu'Iris a fait à son tour? Iris a sous-traité le carnet avec un autre partenaire. Le carnet, c'est quoi? Le carnet, c'est 3 éléments. C'est les feuillets, la couverture et le cerveau du passeport qui constitue la puce. Ouais. Qu'est-ce que ce partenaire-là aussi a fait? Lui n'est fabriquant que de feuillets. Il a sous-traité la couverture avec un autre partenaire et la puce avec un autre partenaire. Une fois qu'il reçoit les puces de son partenaire, la couverture de ses partenaires, il a les feuillets, il fait l'assemblage et ça constitue le carnet. C'est ce carnet que Iris récupère et envoie en Guinée. Maintenant, il se trouve que Iris n'était plus en mesure de fournir ce carnet. Donc, pourquoi Iris ne pouvait plus fournir ce carnet? C'est parce que ses partenaires n'arrivaient plus à le fournir aux différents éléments composites du carnet. Bien. C'est-à-dire les puces. Les feuilles, Non, ils avaient les feuillets et la couverture. Maintenant, il fallait trouver un autre partenaire. Ils en ont trouvé un autre. Lequel? C'est lui qui le fait pour le Sénégal. Mais le temps de fabriquer un passeport qui corresponde à la couleur, la sécurité qui constitue ce passeport, ça lui a pris un temps. Ouais. Et c'est ce qui a entraîné cette
interruption. Iris a sous-traité sa représentation ici avec une société du nom de Louba. Louba Service. Vous comprenez? Ouais. Lorsqu'ils n'étaient plus en mesure de fournir un carnet, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait anticiper. Donc on a gardé un petit stock de sécurité pour les malades, les boursiers. Et c'est ce stock qui est en train de s'épuiser. Ouais. Mais on ne pouvait pas aller en Malaisie. Covid oblige. Donc, est-ce qu'il fallait laisser les citoyens continuer à s'enrôler alors qu'il n'y a pas de carnet? Le jour qu'il y aura carnet, comment est-ce qu'on va évacuer ces arriérés? Et ici et à l'extérieur. En tant que ministre, j'ai pris l'initiative de suspendre, jusqu'à nouvel ordre, tous les enrôlements. Les enrôlements ont été suspendus. Ouais. J'ai fait une communication en conseil interministériel et décision a été prise pour que le ministère de la Sécurité se rende en Malaisie, Ouais. à Kuala Lumpur plus précisément. Ouais. En compagnie du directeur général de la police nationale, nous sommes allés. Je suis allé, je leur ai dit la vérité, je leur ai dit écoutez, aujourd'hui dans le monde, il y a un seul État qui n'est pas en mesure de fournir de passeport à ses citoyens. Et vous êtes responsable. Ouais. C'est pas normal. Ils ont présenté leurs excuses et ont promis que ça va plus jamais se répéter. Très bien. Et les dispositions qui ont été prises, c'est que le PDG de Iris va venir en Guinée et il va rassurer le gouvernement. Deuxièmement, l'équipement qui est là, qui est vétuste, ils ont pris l'engagement de changer tout cet équipement avec du nouveau matériel. Parfait. 3. Ils devaient construire le siège de la DCPAF. Ça n'a jamais été le cas. Ils ont pris l'engagement qu'ils vont le construire. Très bien. J'ai signalé également les 5 commissariats qui figuraient dans la convention qui devait être construite. Ils vont le faire. Ils vont les faire. Je l'ai signalé. Et l'engagement le plus important qu'ils ont pris, Ouais. c'est que cette crise, une crise de cette ampleur, ne va plus jamais se produire parce qu'ils vont toujours avoir là-bas un stock de 600 000 en puces, en couverture et en feuillet pour ne plus que ça se répète. Très bien. Et je leur ai dit, je ne rentre pas sans un lot de passeports. Moi, je suis revenu, j'ai laissé le directeur général de la protection, le directeur général de la police nationale. Ouais. Il est revenu avec un lot de 3000. 3000 passeports. Maintenant, on a passé le communiqué. L'enrôlement va recommencer ce mois-ci. Parce que des carnets sont attendus de notre partenaire. Il y a 40 000 qui sont attendus ce mois-ci, avant la fin du mois. Ouais. Ensuite, il y a 30. Ensuite, il y a 35, etc., etc. Donc, la reprise de l'enrôlement va commencer. Mais il y a des arriérés. Va commencer quand exactement, monsieur le ministre? Je vais en venir. Bien. Il y a des arriérés. Vous voulez qu'on laisse? Est-ce qu'on a une capacité? Est-ce qu'on a une capacité de régler les arriérés et en même temps faire l'enrôlement? Non. C'est quoi les arriérés? C'est quoi ces arriérés? Le stock. Les anciens qui se sont Ah, enrôlés et qui justement, n'ont pas il faut perçu expliquer, leur voilà, monsieur le passeport. ministre. Quand on dit les arriérés, c'est ça. Les gens pensent aux C'est arriérés les de gens- salaire. Non, non, non. C'est les arriérés en matière d'enrôlement. Très bien. L'enrôlement, ce n'est pas lié à l'espèce seulement. Il y a eu des gens qui sont enrôlés. À l'extérieur, les gens ont continué à s'enrôler. Donc, qu'est-ce que moi, je vais demander à nos concitoyens? Ouais. Ils savent dans quelles conditions inacceptables et inhumaines ils étaient enrôlés au ministère de la Sécurité et de la Protection civile. Ça doit changer. Oui, absolument. Vous comprenez? Deuxièmement, il y a un citoyen qui a dit ici tout à l'heure qu'on leur demande, il y a une perception de somme indue. Ouais. Ça également, ça doit cesser. Et je vais dire à ces citoyens-là qu'on arnaque au niveau des passeports et au niveau de la carte police d'identité. routière. Venez me voir directement dans mon bureau. Venez me voir. S'ils ont accès à vous, monsieur le ministre. Tout le monde a accès à mon bureau. Mon numéro, c'est le 610 01 61 24. Qui viennent me voir. Qui viennent me voir. Ce n'est pas normal. Ils le savent. Ils le savent. Bien. Voilà.
Très bien, donc ça va reprendre, le Quand service va reprendre Ça va reprendre avant la fin du mois. avant la fin du mois. Absolument. Bien. Et à coup sûr. Un mot pour nos compatriotes qui sont à l'étranger, qui sont dans des situations assez compliquées aux quatre coins du monde. J'en ai rencontré un monsieur hier dans la cour de votre département qui est là depuis 2 ou 3 semaines, qui ne sait plus à quel sein se vouer, qui risque de perdre son boulot en France, et le cas de ces étudiants qui doivent aller donc à l'étranger, de ces malades, etc., etc., monsieur le ministre. Mais un mot surtout pour nos compatriotes à l'étranger, ils ne savent plus où donner la tête. Qu'est-ce qui est prévu pour eux? Nos compatriotes qui sont à l'extérieur, actuellement, on a des arriérés au nombre de 9000. Les gens vont travailler ce week-end, samedi, vendredi, soir, samedi, dimanche. Je pense que les prochains jours, on va liquider ces arriérés. Ouais. Et on va faire face à ces citoyens. Ces citoyens, moi, je les invite à avoir un peu de patience. Avant la fin du mois, ça va reprendre. Et y compris pour nos compatriotes qui sont à l'extérieur. Le ministère de Quel la est le Sécurité, dispositif pour ces gens-là à l'extérieur? le ministère de la Sécurité ou le gouvernement ne sont pas responsables de ce qui est arrivé. C'est un partenaire qui n'était plus en mesure de fournir de carnets. Voulez-vous qu'on utilise des carnets d'une couleur différente et en nombre insuffisant? J'ai pris mes responsabilités et j'en assume. Et donc on va continuer avec la même couleur là. Hein. Le vert foncé. Le vert foncé. Ça change pas. Ok. Très bien. Ça ne change pas du tout. Bien. Alors, Alors, il reste, on est à combien 7 minutes, 5 minutes, bien. On y va, on y va. par rapport à la On va délivrance... essayer de prolonger un peu du côté de la technique, s'il vous plaît, jusqu'à 55 au moins. Deux questions. Je constate que s'il y a eu litige ou incompréhension, que ça se règle à l'amiable. Je pense que cela est prévu dans tout contrat. Mais dans le même contrat de BOT, selon ce qu'on nous a rapporté, la prise en charge de la mise en place des infrastructures relèverait du gouvernement. Et que si la société Iris s'y est engagée, peut-être que c'était pour appuyer. Est-ce que vous avez rélu entièrement ou est-ce que vos services ont relu entièrement le dit BOT pour savoir quels sont les engagements du gouvernement et quels en sont ceux de la société Iris? Et puis, deuxième question, dans la délivrance des passeports, c'est vrai que les citoyens doivent attendre un temps donné. Quand vous êtes enrôlé, on vous donne peut-être 30 jours, je crois, pour venir récupérer votre passeport. Mais pour des gens comme des étudiants, par exemple, qui ont eu une bourse, qui doivent aller, des cas de maladie et tout, et ailleurs, il paraît qu'il existe ce qu'on appelle le tarif VIP. Le tarif VIP, quand vous payez le double, système express. le double de ce que les autres payent, vous avez au bout de 72 heures ou 48 heures. Est-ce que vous allez instaurer cela désormais en Guinée dans la délivrance des passeports? C'est effectivement des évolutions qui sont envisagées. Très bien. Et c'est le système de passeport express. Le système de passeport express, il y a des délais impartis lorsque vous vous enrôlez pour pouvoir disposer de votre passeport. Si c'est 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines et que vous voulez disposer votre passeport le lendemain ou le même jour, eh bien vous déboursez plus. Mais ce qu'il faut éviter à ce niveau, c'est que le prix du passeport express, il faudrait que ce prix-là soit caustique pour éviter que tout soit express, sinon ça ne servira à rien. Une ruée aussi Voilà, sur... exact. Ouais. Ok. Alors, Bien. non, moi, Et cette question, si engagements. tu permets, en Oui. attendant, cette question d'un auditeur qui se demande pourquoi la société française NPI ou NIP est apparue dans le processus pendant la crise des passeports avec Iris. Effectivement. Vous savez, lorsqu'on a passé le communiqué, on a dit qu'on n'hésiterait pas à rompre la convention au besoin. Mais tous les fabricants de passeports se sont rendus en Guinée, c'est des chercheurs d'argent. Ouais. Mais quand ils viennent, ils ont le droit qu'on les reçoive, qu'on les écoute. Donc chaque fois que je recevais quelqu'un, je l'écoutais, il fournissait une lettre d'intention. Et c'est cette lettre d'intention que moi je transmets régulièrement au Premier ministre, parce que c'est une question qu'on a portée au niveau du gouvernement. Donc je discutais de cette question avec le Premier ministre. Maintenant c'est au niveau de la primature qu'il y a eu fuite. Ce n'est pas le seul partenaire. Il y a eu des partenaires africains, il y a eu des partenaires allemands, il y a eu des partenaires français. Et des partenaires guinéens possible? Guinéens, bien sûr. Bien. Il y a eu des partenaires de tous ordres. C'est pour cela un jour j'ai entendu sur une radio locale, je ne sais pas si c'était laquelle,
où Bachir veut vendre la Guinée à la France. Je ne vais jamais le faire. Non, mais je me rappelle que j'ai dit que nos données seront maintenant à la disposition de la France. Mais nos données se trouvent en Malaisie. Ah, ben voilà. Bien. Est-ce que c'est rassurant alors? Déjà, posez-vous la question. C'est pas moi le signataire de la première convention. Mais si moi je signais une convention... Pourtant, il paraît que les données Nos sont là données- et pas en Malaisie. Nos données... Non, Il c'est pas paraît. vrai. Il Non, paraît. nos données sont à Le l'étranger. serveur. C'est pas vrai. Lisez Ça- la convention. Je connais la convention. Hmm. Si on rompt la convention, on perd nos données. Voilà. Bien. C'est une des dispositions les plus Et importantes. vous Très disiez grave, que si hein. vous Le prix aviez- officiel du passeport, est-ce qu'il y a des passeports de 10 ans qui sont comme cela avait commencé? C'est quoi les prix officiels contre, en dehors de toute forme d'arnaque? Le passeport ordinaire, c'est 46 $. L'équivalent de 46 $. 23 pour le partenaire et 23 pour l'État guinéen. C'est ça. C'est ça la En francs guinéens. En francs. En francs guinéens, 500 000. Ben, traduisez-le, c'est en francs guinéens. Monsieur le Bien. ministre, vous Effectivement. disiez que Et les si passeports de 10 ans, est-ce que ça a commencé? Le passeport de 10 ans, ça a commencé à un moment donné, mais c'est interrompu. C'est interrompu. Pour Voilà. quelle raison? Euh, Parce qu'on aimerait, personnellement, j'aimerais bien en avoir. dans les lots qui vont venir, on a insisté pour qu'ils mettent les passeports de 10 ans. Il y a des citoyens qui souhaitent juste un passeport de 5 ans. Il y en a qui souhaitent un passeport de 10 ans. Ouais, comme moi, 10 Parce ans. qu'on ne voyage pas avec de la même cadence. La même fréquence. Vous comprenez? Bien. Donc, les passeports, le citoyen, je vous ai dit, c'est son droit. Il veut un passeport de 10 ans, il doit le disposer. Il veut un passeport de 5 ans, il va le disposer. Monsieur le ministre, vous disiez que si vous aviez à signer cette Il convention, reste 2 minutes. Une convention. une convention, Voilà. qu'est-ce que vous ne feriez pas? Vous ne laisseriez pas nos données Absolument. hmm. Ça veut Absolument. dire que, en Bien. vous entendant parler, monsieur le ministre, vous faites le procès de votre prédécesseur, entre guillemets, qui aurait mal signé cette convention. Le ministère de la Sécurité et de la Protection civile, de nos jours, Oui. c'est le seul ministère qui a d'anciens ministres vivants avec un nombre extrêmement important. Ouais. Ce sont mes aînés, je les respecte et je leur rends hommage, Hommage. Bien. pour tout ce qu'ils ont fait pour ce pays. Vous ne m'entendrez jamais, Ouais. au plus grand jamais, Ouais. critiquer un de mes prédécesseurs. Très bien. Il y en a qui m'ont appelé pour me féliciter, il y en a qui viennent me voir, il y en a qui viennent discuter avec moi. C'est normal. Ouais, l'État, c'est la continuité. Monsieur le ministre, Alors, bien. Monsieur Oui. le ministre, Dernière s'il vous plaît, question. s'il vous plaît. C'est par rapport à la journée Bachir porte Diallo, ouverte. s'il vous plaît. Bachir Diallo s'est engagé sur des questions de gestion professionnelle des manifestations ou Le maintien de l'ordre, tout ce ouais. qui ressemble à ça. La dernière question. Alors, il y a eu une manif récemment ici, sur l'axe. On a comme l'impression qu'il n'y a pas eu, comme d'habitude, de cas de mort. Est-ce que c'était l'entrée en matière de votre nouvelle façon Méthode. de gérer les manifs? Même si on a vu des cas de vandalisme, des gens se sont attaqués au bien. Qu'est-ce qui va privé. changer en matière de maintien d'ordre? Est-ce En que- une minute. Et vous savez, la police doit être garante de l'état de droit et du respect des libertés individuelles et collectives. Comment amener la police à remplir une mission de maintien de l'ordre en respectant ce triptyque? Ça veut dire ils ont besoin, d'être sensibilisés à la nouvelle réalité. Le président, le chef de l'État, il a dit 0 mort. Moi, ministre de la Sécurité, je dis 0 mort. Il faut faire du maintien de l'ordre dans les règles de l'art. Il y a un principe pour le maintien de l'ordre pour éviter effectivement qu'il y ait mort d'homme. Un auditeur Bien, demande à ce que c'est vous terminé. répétiez votre numéro parce qu'il n'arrive pas à noter Oui, bien sûr. correctement. Ouais. Le numéro que vous avez donné à l'antenne. C'est le 610 Oui, 01 oui. 61 24. Merci. Mais, Bien. mais je rappelle à Est-ce ces qu'en lieu et place, citoyens, il n'y a pas un numéro vert? je fonctionne beaucoup plus par texto. Bien. Vous savez, il y a des cas flagrants, il faut les porter au niveau du ministre. C'est au niveau du ministre que ces cas-là doivent être réglés. Bien. Ce sont ces cas-là que je sollicite qu'on porte à mon niveau. Très Sinon, bien. sinon, il y a un Par numéro texto. vert. Très bien. texto. C'est quoi par le numéro texto. vert? Le numéro vert, je crois, c'est le 913. 913. Je crois, Bien. je ne me souviens pas exactement. C'est à vérifier. Bien, et certainement, on va évoquer tout ceci prochainement en compagnie du directeur général de la police, M. Abdul Malik Kone, donc, qui est attendu dans ce studio. L'Aïginor qui n'arrête pas d'être bluffé. Ce monsieur est humble en respectant ses prédécesseurs, franchement. Je termine par Sega Diallo. Bonjour, film. Je voudrais remercier le ministre
ministre, pour son implication pour la mise à disposition des passeports pour les joueuses du Sili U17 féminine pour le voyage au Libéria. Malgré la crise, il a été à l'écoute et a pris en compte la demande de son homologue des sports. Merci beaucoup. Donc, Sega Diallo, vice-président du CONOR, comité de normalisation à la FEGI Foot. Grand merci à vous, monsieur le ministre. Un dernier mot, allez-y. Ok. Je voulais dire ceci. Lorsque vous venez en tant que ministre, vous êtes porteur d'un projet. Vous voulez que ça change dans l'intérêt de tout le monde. Souvent, vous faites face soit à une lenteur, à des obstructions ou à des incompréhensions. Mais les plus gros obstacles, c'est quoi? C'est les obstacles inhérents à l'insuffisance d'éducation ou d'incompréhension. Parce que vous ne pouvez plus prendre les gens, les retourner à l'école pour la compréhension. Ouais. Aujourd'hui, majoritairement, la police a compris qu'elle doit changer et qu'ils ont quelqu'un avec eux pour changer cette police. Et que ce dernier aussi a le soutien du gouvernement et il a le soutien du chef de l'État. C'est ce qui compte. La police a intérêt à ce qu'elle-même elle change parce que la police ne s'appartient pas, la police appartient aux citoyens. Et la police aussi a également intérêt à changer dans l'intérêt de nos citoyens. Moi je vais dire, chers policiers, où que vous soyez, abordons le changement dans l'intérêt de notre pays. Bien, Alpha Idriss Abba, c'est l'un des meilleurs invités de Film FM. Waouh, il est à la hauteur de l'événement. Ce monsieur Bachir est vraiment un grand cadre. Le Guinéen sait diaboliser les gens. Big up à vous, monsieur le ministre. Il y en a qui demandent la prolongation. Merci tout simplement à monsieur le ministre Amadou Billo Diallo qui dit bravo, monsieur le ministre, qu'Allah vous assiste. Et cet autre Abdoul Bari, bravo, un bon ministre. Bien, voilà, que des félicitations. Merci tout simplement à Amadou Mouktarso. Merci, monsieur le ministre. Voilà, je ne peux pas rapporter toutes les réactions. Grand merci, merci à l'équipe aussi en régie. Merci à vous tous qui nous avez suivis un peu partout aux quatre coins du monde. Derrière nous, l'équipe de Danteguer. On se retrouve demain pour parler du RPG à Cancel avec Souleymane Keita. Vous avez suivi l'émission